Maintenant, comment décrire le mouvement circulaire uniforme en composantes? Regardons ce mouvement circulaire en composantes. Alors, j'ai l'axe Z vers le haut, l'axe X vers la droite et l'axe Y vers l'arrière. En bleu, ça c'est mon mouvement circulaire. Et maintenant, circulaire, on peut décrire ça avec la condition que, pour ce mouvement indiqué ici, que la composante de mon objet a tout le temps T, la composante en X carré plus la composante en Y carré, ça c'est égal au rayon carré. Le rayon étant une constante du mouvement. Ça c'est la contrainte de notre mouvement, ça définit le mouvement d'un objet sur un cercle. Alors, quelles sont les bonnes fonctions pour décrire x de t et y de t? Est-ce qu'on a une idée quelle fonction satisfait x carré plus y carré égale qui est constant? J'ai entendu cosinus et sinus? Oui. Alors, si je prends une position, je peux décrire mon vecteur en coordonnées polaires. Ça, c'est les coordonnées polaires, ça, c'est le R et le phi. Et en coordonnées cartésiennes, ça, c'est mon vecteur R. Alors, si on regarde ça, cosinus carré plus sinus carré, ça nous donne 1. Alors, ça nous donne R carré si je prends la x carré plus y carré. Alors, un vecteur décrit comme ça, si R est constante, ça c'est une équation qui satisfait un mouvement circulaire pour n'importe quel angle phi. Alors, bien sûr, on n'a pas de mouvement, ça c'est juste une position. Alors, qu'est-ce qui varie dans ces coordonnées? Est-ce que le grand R, il varie? Non, il ne varie pas. Est-ce que le phi varie? Le phi varie avec le temps. Et comment? Si on prend un mouvement circulaire uniforme, souvenez-vous au premier slide avec la voiture R1, R2, R3, au temps équidistant, l'angle phi augmente linéairement avec le temps. Alors ça, c'est mon angle phi. Ici, je prends le vecteur R avec les composantes x de t et y de t. Ça, c'est mon vecteur R quelconque. Et maintenant, je peux écrire R de t. Ça, c'est grand R cosinus oméga t. Et pour la composante en x, et sinus oméga t fois R pour la composante en y. Oméga ici, c'est connu aussi comme vitesse angulaire. On va parler de ça dans les minutes qui suivent. Oméga a les unités radians par seconde. Alors, radians par seconde pour oméga fois t qui est en seconde. Ça nous donne sinus de quelque chose qui a l'argument comme radian. Alors, les unités sont propres. Alors, d'accord, avec ça, l'angle phi augmente linéairement avec le temps. J'ai donc alors un mouvement circulaire uniforme. Je veux juste isoler le R. Alors, sortir de la description vectorielle, je n'ai que les composantes cosinus oméga t pour x et sinus oméga t pour y. Alors, ça c'est sinus et pas cosinus, bien sûr. Afin d'obtenir la vitesse, on est dans les coordonnées cartésiennes, alors on va faire la dérivée. On obtient dr sur dt vectoriel. Alors ça c'est r fois oméga. Oméga c'est la dérivée interne. La dérivée de cosinus est moins sinus. Alors on a moins sinus oméga t et la dérivée de sinus c'est cosinus. Alors on a cosinus oméga t. Ça c'est
le vecteur vitesse. Et l'accélération, ça c'est la dérivée de la vitesse. Alors, on fait la même chose. On a r oméga carré, ça c'est encore la dérivée interne. Et on a maintenant moins cosinus oméga t, moins sinus oméga t. Ça c'est l'accélération de notre mouvement circulaire uniforme. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Si vous regardez, ça c'est juste une constante. Ça c'est une constante. Vous voyez cosinus oméga t devient minus cosinus oméga t, sinus oméga t devient moins sinus oméga t. Alors, l'accélération est collinéaire avec le vecteur déplacement, mais opposé parce qu'on a les deux moins ici. Alors ça c'est l'expression vectorielle de l'accélération pour un mouvement circulaire uniforme. Ça, c'est moins r de t fois oméga carré maintenant pour le mouvement circulaire uniforme. Ça, c'est une constante du problème. Bien sûr que j'ai mis la position en fonction du temps. Le vecteur position, sa norme reste constante, mais la direction de la position change avec le temps, comme on voit ici. C'est pour ça qu'il y a l'argument de temps et l'accélération change aussi de direction. Alors, si on met ça sous forme vectorielle, les deux grandeurs changent avec le temps. OK, et ça c'est en effet une équation différentielle du deuxième degré. Une équation différentielle avec des vecteurs. Ce sont des vecteurs avec deux composantes. Alors, ce sont en réalité deux équations différentielles. Si je regarde la composante en x, nous avons vu la semaine passée que pour n'importe quel mouvement, on peut traiter les composantes x, y et z séparées. Alors, je prends le x. Ça, c'est la deuxième dérivée de la position en x par temps. Ça, c'est égal à moins oméga carré x. Ça, c'est juste réécrire l'équation qu'on a ici. La solution de cette équation différentielle, on la connaît. Nous l'avons établie ici en faisant la dérivée deux fois. On a fait une fois la dérivée afin d'obtenir la vitesse et puis l'accélération. Alors, on connaît la solution de cette équation différentielle. Ça, c'est cette solution-là. Alors, elle est réécrite ici. Alors, si vous voyez une équation différentielle où la deuxième dérivée d'une grandeur est égale à moins quelque chose qui est positif, fois cette grandeur, alors vous avez deuxième dérivée de x, moins le oméga carré, fois x, ça c'est la fonction, la même fonction. Vous pouvez aussi imaginer que ça s'appelle f, et en place de t, vous avez x, c'est la même chose. Mais cette fonction x, si vous avez l'expression ici, deuxième dérivée de la fonction est égale à moins quelque chose fois cette fonction, la solution est donnée par x de t égale à une constante fois cosinus oméga t plus phi 0. Alors, c'est oméga carré qui est là. L'oméga vient ici. Si vous avez k ici, vous prenez la racine. Qu'en est-il pour y? Bon, pour ce cas ici, la solution est la même, sauf qu'il y a un sinus à la place d'un cosinus. Pour le mouvement circulaire, alors vous avez de nouveau deuxième dérivée de la fonction est égale à moins une constante fois cette fonction. La solution est une fonction sinusoïdale. C'est un sinus. Ça, c'est pour le mouvement circulaire, les deux composantes. Alors, ça, c'est aussi les équations du mouvement oscillatoire, ce qu'on va voir plus en détail dans les cours 5 et 8, c'est-à-dire dans 2 semaines et 5 semaines. Le phi 0, je ne vous l'ai pas montré ici. Le phi 0 est donné par les conditions initiales.
Alors, si phi 0 est égal à 0, à temps 0, notre position est selon x. Si phi 0 est 90 degrés, à temps 0, notre position est selon y et pas selon x. Alors, le phi 0 est défini par les conditions initiales, c'est-à-dire la solution au temps t égale à 0. OK, ces équations sont importantes, on va les revoir. On ne va pas faire un cours de maths appliquée. Ce qu'il faut savoir ici, dès que vous voyez une équation qui correspond à quelque chose comme ça, deuxième dérivée est égale à moins une constante carrée fois cette fonction, la solution est une fonction sinusoïdale ou cosinus. C'est ça ce qu'il faut souvenir. Pour le reste, la façon propre, disons, de résoudre ce type d'équations différentielles, ça se fera en analyse 2. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une balle de ping-pong qui fait un mouvement circulaire uniforme. C'est bien ce qu'on a sur l'écran, le mouvement circulaire. Maintenant, avec la lumière, nous avons la projection de ce mouvement sur l'écran ici. Vous voyez que ça bouge de droite à gauche. Alors, on est là. Il y a ce mouvement. Et maintenant, j'ai ce poids ici qui est un pendule. Vous voyez maintenant le pendule, le mouvement, ce n'est pas très précis, mais le mouvement de ce pendule, il est presque le même que ce qu'on voit, la projection du mouvement circulaire.